Bonjour, il n'y a pas assez d'une vie pour comprendre l'art, donc je vais continuer aujourd'hui de lire les prises de notes que j'avais prises en lisant le livre Le Moyen Âge, Art d'Occident, le roman de Henri Faucillon. La dernière fois, on en était à la fiche 17. Et je vais résumer un peu de mémoire ce que j'avais lu, ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Il y avait une question des arcades, notamment sur les tombeaux. Alors il y a les tombeaux de l'Empire romain où il disait qu'il y avait une imbrication des figures les unes dans les autres. Et j'avais montré une image où on voyait des chevaux, des soldats sur des chevaux, et les corps sont mélangés les uns aux autres. Et comme Meyer Shapiro dans Les mots et les images, tout le monde est de profil, et comme on est de profil, bah, ça implique un peu un mouvement, puisque Meyer Shapiro explique qu'un visage de face, c'est symétrique, et ça implique un peu une composition stable, et puis ça implique une stabilité du corps, un corps immobile, voilà. Mais là, donc du coup, les corps sont imbriqués les uns dans les autres, ils se passent les uns par-dessus les autres, il y a des jambes de cheval qui passent par-dessus d'autres jambes d'autres chevaux, par exemple, et ils sont de profil, donc ils tendent vers un mouvement, ils tendent vers une direction. Euh, le nez, c'est un triangle avec une pointe, donc ça tend vers une direction. Et Henri Faucillon, là, dans l'art roman, dit que à partir d'un moment donné, on va avoir un passage de cette imbrication de corps, à un passage à des arcades. Les corps donc vont être séparés par des arcades, vont être individualisés, et du coup, ils vont nous faire face, ils vont être présentés de manière frontale, et donc ils vont se stabiliser, ils vont avoir une composition stable, et ils vont être moins dans un mouvement, va plus y avoir de narration, ça va produire une fin de la narration, et les éléments narratifs vont devenir des attributs des personnages. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je sais plus, je crois qu'il parle de la Vierge Marie sur son âne, et bien c'est narratif, elle est sur son âne, donc l'âne avance, mais elle est présentée de manière frontale, et donc l'âne, donc elle est en présentation, et donc l'âne n'est plus que là comme un attribut permettant de la reconnaître. Voilà, donc ça c'est ce que je me souviens. Si vous voulez avoir vraiment ce que j'ai dit pour de vrai, bah vous écoutez la précédente vidéo. Et puis si vous voulez avoir ce que dit Faucillon pour de vrai, bah vous écoutez, vous lisez le livre. Parce que là, je mélange du coup avec ma mémoire sélective ce que j'ai pu lire récemment dans un livre de Jean Wirs, qui parle aussi du roman. Donc je mélange un peu tout, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce que dit Meyer Shapiro dans son livre Les mots et les images, c'est le contraire de ce que dit Faucillon. Faucillon parle d'une progressive stabilisation des figures avec l'apparition des arcades. Et Meyer Shapiro, lui, va parler du mouvement inverse qui arrivera après, c'est-à-dire d'un retour du mouvement et de la disparition des arcades, et avec le retour du mouvement, un retour de la narration. Et la fin de la narration, c'est pas Faucillon quand on parle, c'est plutôt Jean Wirs qui parle de ça. D'ailleurs, ça serait pas mal que je mette la citation de Jean Wirs ici. Donc je vais aller la chercher. Donc,
la citation de Jean Wirs dans l'image à l'époque romane. Donc, et puis, alors je mets cette citation-là puisqu'il parle de la même chose, et donc ça s'insérera bien. La juxtaposition de personnages immobiles à Saint-Génie et plus encore la dispersion du programme sur des plaques de marbre non contiguës à Sorède, encadré entre parenthèses Saint-André de Sorède, fermez la parenthèse, hein, donc je reprends la phrase. La juxtaposition de personnages immobiles à Saint-Génie et plus encore la dispersion du programme sur des plaques de marbre non contiguës à Saint-André de Sorède supprime totalement l'interaction entre les personnages constitutive de la narration. Hein, ils sont le fait que les personnages soient séparés, ça supprime leur interaction. En contrepartie, les personnages entretiennent un rapport direct avec le fidèle. Hein, les personnages sont séparés les uns des autres, il n'y a plus de narration, mais du coup ils font face, ils sont dans une frontalité avec les spectateurs, donc ils font face aux spectateurs, donc ils entretiennent un rapport direct avec le spectateur, avec les fidèles. Ils sont en quelque sorte là pour lui. Cette remarque vaut pratiquement pour tout l'art figuratif du XIe siècle, de la sculpture à l'enluminure, à mesure qu'il se détache des anciennes formes narratives. Les corps sont autant que possible présentés de face, et lorsqu'ils ne le sont pas, comme ceux des anges de Saint-Génie, la tête se retourne vers le spectateur. Dans le Beatus illustré, on conserve souvent un léger trois quarts, même pour la face, mais les yeux fixent le spectateur. Voilà. Plus tard, donc là j'ai souligné des trucs, plus tard il va parler de majesté frontale, symétriquement encadrée. Voilà. Donc je m'arrête là pour la citation de Jean Wirs et on va revenir à Faucillon. Donc, fiche 17, ça vous apporte rien de voir les numéros de la fiche puisque c'est les numéros de mes fiches à moi. Si vous lisiez, vous metteriez une autre numérotation, mais pour vous donner une idée, en tout, il y aura à peu près 54 fiches. Voilà. L'art carolingien respecte les proportions, pas l'art roman. Deux petits points, ouvrez les guillemets. L'humanisme carolingien, des manuscrits et des ivoires, s'exerçait commodément dans des pages et dans des plaques de forme rectangulaire. Mais on a vu le peigne de Cologne et l'ivoire de Saint-Gall plier cet humanisme à la règle d'une ordonnance étrangère à l'équilibre des proportions humaines. Fermez les guillemets. Ça, c'est la grande préoccupation de Faucillon à propos du roman, c'est que la figure se plie à la structure architecturale décorative, et donc elle n'obéit pas aux règles humanistes des proportions. Mais elle obéit à d'autres règles étrangères à l'équilibre des proportions humaines. Ce principe de plier les proportions au cadre ou au contexte se développera dans l'art roman. Accord entre le bloc et la figure. Exemple, deux petits points, relief employé du porche de Saint-Benoît-sur-Loire. Donc ça, je l'ai souligné, donc je vais le relire. Ce principe de plier les proportions au cadre ou au contexte se développera dans l'art roman. Il y a accord entre le bloc et la figure. Voilà. Relief, donc autre exemple à propos de ça, le relief du mur nord de Celles-sur-Cher,
la frise de Graville-Sainte, Honorine, Honorine, voilà. Autre exemple en Normandie, les hommes rectangles de Saint-Georges de Beaucherville. Ouvrez les guillemets, la règle des compositions touffues, ou plutôt pleines de toutes parts et bien serrées, ce que l'on a appelé l'horreur du vide, qu'atteste la décoration des barbares, se retrouve ici. Fermez les guillemets. Style souvent, mais entre parenthèses, mais pas toujours, favorisé par la taille en cuvette, qui épargne de vastes pleins. Entre parenthèses, remarque personnelle, laisse des surfaces non creusées. Fermez la parenthèse. Sertie d'ombre étroite. Composition linéaire ou gravée qui, ouvrez les guillemets, s'impose à une plastique qui n'a pas encore acquis la notion et la pratique des volumes. Art plat et fort, circonscrit, avare de relief et de rondeur. Ça, je relis. Donc, composition linéaire ou gravée qui s'impose à une plastique qui n'a pas encore acquis la notion et la pratique des volumes. On entend que c'est presque du dessin, en fait. Art plat et fort, circonscrit, avare de relief et de rondeur. Ouvrez les guillemets. Et puissamment d'accord avec l'homogénéité et la compacité du mur, dont la sculpture romane ne s'évadera jamais pour envahir tumultueusement l'espace. Fermez les guillemets. Chapiteaux, 2 petits points. Leur forme est dictée par leur fonction. Dans le roman, les figures des chapiteaux soulignent et soulagent la fonction du chapiteau. Donc ça, je l'ai écrit en majuscule, donc c'était important. Dans le roman, les figures des chapiteaux soulignent et soulagent la fonction du chapiteau. On entend par là que quand on regarde le chapiteau, quand on regarde les figures, eh bien, elles soulignent la fonction, ça veut dire qu'on les regarde et ça nous permet de voir la fonction. Ça donne une lisibilité à la fonction de ce qu'on regarde. Voilà. Et ça soulage la fonction, ça veut dire que ce n'est pas juste une représentation. Les figures qui sont des représentations, eh bien, elles ne sont pas que des représentations, elles participent à la fonction du chapiteau. Ouvrez les guillemets. Au XIe siècle, la sculpture romane avait derrière elle la longue tradition du chapiteau à feuillage, amaigri, desséché par des ateliers secondaires ou bâtards. Fermez les guillemets. Les sculpteurs les plus anciens du porche de Saint-Benoît restituent à l'ordre corinthien sa générosité, sa grandeur monumentale, en y insérant des figures qui, placées à l'axe des faces, substituant leur tête à la rosette décorative, pliant les genoux pour s'asseoir sur la première collerette d'acanthe, assument une fonction architecturale. Chapiteau de Saint-Germain-des-Prés au musée de Cluny. 2 petits points. Il résume les premières recherches et les incertitudes du début du siècle. Diversité des modèles dans laquelle s'esquissent les règles d'un style monumental. Diversité des modèles dans laquelle s'esquissent
les règles d'un style monumental. Entre parenthèses, figure 69, Saint-Georges de Beaucherville, entre guillemets, les hommes rectangles, fermez les guillemets, Rouen, musée départemental des antiquités de la Seine-Maritime, fermez la parenthèse. Voilà. Dire à haute voix tout ce cartel, ça permettra de mettre l'image plus longtemps quand je ferai le montage. L'un de ces chapiteaux de Saint-Germain-des-Prés n'est qu'une frise incurvée pour envelopper la corbeille. Sur un autre, de petits points, bestiaire, un fauve monté sur sa proie et formant avec elle un groupe compact, ouvrez les guillemets, synthèse qui mêle la vie à la vie et pétrit les individus pour en composer des espèces de monstres doubles, est au cœur de la stylistique romane. Fermez les guillemets. Chapiteau de la crypte de Saint-Bénigne. Ouvrez la parenthèse, illustration 73, fermez la parenthèse, deux petits points. Ils annoncent quelque chose de plus que le conformisme architectural. Alors, le conformisme architectural, c'est ce qu'il appelle la figure qui se conforme à son cadre architectural. Et d'ailleurs, j'ai dû l'écrire entre parenthèses. Entre parenthèses, remarque personnelle, la figure qui se conforme à la fonction architecturale. Fermez la parenthèse. Et donc les chapiteaux de la crypte de Saint-Bénigne, ils annoncent quelque chose de plus que le conformisme architectural et la continuité synthétique des figures. La continuité synthétique des figures, c'est le fait que les figures soient mêlées. Donc on a vu tout à l'heure que les figures, elles étaient séparées par des arcades, mais par la suite, elles vont redevenir mêlées, et tout particulièrement sur les chapiteaux. Mais là, sur ces chapiteaux-là de la crypte de Saint-Bénigne, il y a quelque chose de plus que le conformisme architectural et la continuité synthétique. Ces chapiteaux-là, ils nous montrent une composition à la fois ornementale et figurée. Ouvrez les guillemets, le chiffre d'ornement et l'être humain sont superposés. Fermez les guillemets. Ça, j'aime bien quand il compare les ornements à des chiffres. C'est comme si c'était quelque chose de géométrique, de mathématique. Voilà. Quelque chose qui s'inscrit dans un chiffre. D'ailleurs, là, il y a une historienne d'art, de l'art moderne qui utilise encore ce mot, une figure inscrite dans un chiffre, mais alors elle a écrit une somme sur l'histoire de l'art moderne et contemporain sous l'angle de la matière. Mais là, je me souviens plus de son nom, tant pis. Je ferai apparaître la couverture de son livre à l'écran, et comme ça vous verrez. Voilà. Alors, j'en étais où ? Composition à la fois ornementale et figurée. Le chiffre d'ornement et l'être humain sont superposés. Fermez les guillemets. Dialectique, ornement, figure. Il y a une dialectique ornement-figure. Autre exemple de la soumission de la figure humaine à l'ordonnance. Deux petits points. Un modillon de corniche du musée des antiquaires de l'Ouest présentant une sorte d'homme copeau, replié et entouré sur lui-même. Ouvrez les guillemets. De part et d'autre du Christ, les apôtres de Saint-Génie des Fontaines, entre parenthèses de l'année 1020, ont la tête étroitement prise et définie par les arcs qui les encadrent. Ouvrez les guillemets, par les arcs qui les encadrent,
et tout le profil de leur corps épouse celui des suppeurs, chapiteaux, piles et bases. Oui, là c'est assez impressionnant. On a des personnages, leur tête fait la forme de l'arc et les côtés de leur corps est défini par les formes des colonnes. Il n'y a pas d'écart, quoi. Un réseau ornemental de triangles, de spires, de cercles concentriques qui évoque la capricieuse géométrie des manuscrits irlandais, gaufre d'un guillochage singulier. Oui, le gaufre, c'est un verbe, donc tous ces trucs-là, les spires, les triangles, les cercles concentriques, tout cela gaufre d'un guillochage singulier leurs vêtements et leurs membres qui disparaissent sous le labyrinthe de leurs parures. Hein, on va relire parce que du coup je me suis arrêté. Un réseau ornemental de triangles, de spires, de cercles concentriques qui évoque la capricieuse géométrie des manuscrits irlandais gaufre d'un guillochage singulier leurs vêtements et leurs membres qui disparaissent sous le labyrinthe de leurs parures. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, on va définir guillochage. Donc, c'est l'action de guillocher, d'orner d'un guillochis. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Un guillochis, c'est d'orner d'ensemble de lignes, de traits ondés qui s'entrelacent ou se croisent avec symétrie. Fermez la parenthèse. Vie nouvelle, abondante en monstres, féconde en métamorphose, par la synthèse de figures évoluant sans cesse sur des schémas abstraits et sur des combinaisons d'ornements. Groupe moins perméable à ce nouveau style roman. Deux petits points. Donc là, on va voir des groupes moins perméables à ce nouveau style roman. Deux petits points. Petit 1. L'art mozarabe, au sud des Pyrénées, reste fidèle au principe du chapiteau cordouan, c'est-à-dire de Cordoue, à sa fleur ligneuse, à sa sécheresse raffinée, à son travail qui traite la pierre comme le bois et qui semble suspendre autour de la corbeille une résille légère. Rayonnement de l'art mozarabe dans l'Espagne du Nord, en Auvergne, dans le Velay et sur la Loire moyenne. Donc on est toujours sur les groupes moins perméables à ce nouveau style roman. Il y avait ce grand 1 que je viens de dire, et donc deuxième groupe moins perméable à ce nouveau style roman dans le nord et l'est de la France. Constance, entre parenthèses, ou éveil, fermez la parenthèse, Constance ou éveil du géométrisme barbare, de la pure tradition linéaire. Par exemple, chapiteau de la claire-voie de Vignory, chapiteau de Maurienval ou Morienval, décoré de grossettes et de spirales qui semblent faire revivre dans la pierre le répertoire de l'âge de bronze. Entre parenthèses, crossette, définition, qu'est-ce que c'est qu'une crossette? Alors, en 1, c'est une moulure d'un chambranle que l'on fait retourner à ses angles au-delà de l'aplomb de sa base. Et en 2, une crossette, c'est une partie saillante d'un claveau d'arc
ou de plate-bande qui passe dessus le claveau voisin. Voilà. Et tout ça, c'était page 110 du livre. Pour s'il y a des gens qui veulent retrouver la page. Moi, je mets quelquefois la page pour retrouver la page au cas où j'étais fatigué, j'ai mal écrit, j'ai oublié un mot, je vais vérifier, ça permet d'aller vérifier. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis les dates de l'âge de bronze, peut-être parce que ça va parler de l'âge de bronze plus tard. Donc les dates, j'ai dû aller les chercher sur Wikipédia, les dates de l'âge de bronze, c'est moins 2700 à 9000 avant Jésus-Christ. Ouais, ça semble un peu bizarre d'ailleurs. Ou ça doit. Non, c'est moins 2700 à moins 900 avant Jésus-Christ. Parce que il y a un zéro qui ressemble qui est le A de avant. Voilà. Donc moins 2700 à moins 900 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est les dates de l'âge de bronze. 3 zones de la géographie artistique au XIe siècle. Il y a 3 zones, le roman, le mozarabe donc à peu près en Espagne, mais on a vu qu'il y avait aussi le Velay, je m'en souviens plus, j'essaye de retrouver rapidement, il y en avait d'autres, hein. Le Velay, l'Espagne, donc il y avait l'Espagne du Nord, l'Auvergne, le Velay et la Loire moyenne. Donc tout ça c'était le mozarabe. Et le géométrisme barbare au nord et à l'est, les 3 zones qu'on a vues là en ce moment. La zone la plus étendue est la zone romane. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis les dates de l'âge de bronze. Peut-être qu'il en parlait, puis j'ai mis ça comme ça. Voilà. Donc on passe à un gros titre avec un grand 4. Grand 4, l'ogive. Le XIe siècle ne se caractérise pas seulement par l'emploi des arcatures et des bandes. Il y a aussi l'architecture lombarde. Le premier art roman, il met premier art roman entre guillemets, mais aussi l'art des grandes basiliques de pèlerinage. À chevet rayonnant et à tribune achevée de construire au XIIe siècle, mais conçu au XIe. Première moitié du XIIe siècle, apparaît un élément nouveau qui va transformer radicalement le système constructif. L'ogive, 2 petits points. Arc de renfort bandé diagonalement sous les voûtes pour les soulager. Emploi systématique de l'ogive, puis de l'arc-boutant, et enfin de l'arc brisé, substitué au plein cintre. Ça correspond, tout ce que je viens de dire là, au passage du roman, entre parenthèses plein cintre, au gothique, entre parenthèses ogive. Donc on va répéter là tout ce qui se dit sur l'ogive puisque c'est important. Donc l'ogive, 2 petits points, arc de renfort bandé diagonalement sous les voûtes pour les soulager. Emploi systématique de l'ogive, puis de l'arc-boutant, et enfin de l'arc brisé substitué au plein cintre. Tout ça, c'est équivalent au passage du roman plein cintre au gothique ogive. Mais on rencontre l'ogive dès le dernier quart du XIe siècle, employé comme procédé de construction et non à la définition d'un style. Ouvrez les guillemets. Déjà la voûte d'arête avait sur le berceau l'avantage de répartir et de localiser les poussées aux 4 angles de la travée. Fermez les guillemets.
Entre parenthèses, voûte d'arête, définition de petits points, utilisée depuis l'Antiquité. Cette voûte s'obtient par l'intersection de deux berceaux qui se croisent. Berceau de petits points, voûte en cylindre continu. Fermez la parenthèse. L'ogive au XIe siècle, deux petits points. Rude, épaisse, à angle vif, parfois à profil arrondi, ouvrez les guillemets, sans qu'il soit possible de localiser absolument l'ogive de section rectangulaire et l'ogive torique. Probable évolution de l'ogive analogue à celle de la voûte romane, de petits points, d'abord utilisée pour des pièces annexes, clocher, crypte, narthex, pour se développer ensuite dans le long vaisseau. Origine de l'ogive contestée. L'école lombarde présente des ogives précoces, mais dont l'art italien n'a tiré aucun parti. En Espagne musulmane, à Tolède, deux petits points, dès le Xe siècle, coupoles ou coupolettes sous lesquelles sont bandées des nervures légères, combinées selon des figures géométriques variées. Les coupoles de la mosquée de Bib-al-Mardon sont d'un très faible diamètre et construites de matériaux légers. Bib-al-Mardon, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais l'épeler. Ça s'écrit BIB-AL-MARDOM. Ouvrez les guillemets. Les nerfs y ont moins une fonction portante qu'une valeur décorative. Elles ont pu néanmoins donner une suggestion aux architectes chrétiens au lendemain de la Reconquête. Fermez les guillemets, page 117. Donc, ouvrez la parenthèse, remarque personnelle, une hypothèse de l'origine de l'ogive parmi d'autres. Fermez la parenthèse. Voilà. Bon, alors du coup, il y aurait une origine de l'ogive gothique dans l'architecture musulmane espagnole, qui aurait donné des idées aux architectes au lendemain de la reconquête de l'Espagne. Tout un groupe de monuments chrétiens d'Asie présente un emploi précoce de l'ogive, robustement construite pour porter, à la fin du Xe siècle, en Arménie. Entre parenthèses, page 118, coupole nervée de la mosquée de Bib-al-Mardon. Donc ça permettra de mettre l'image, fermez la parenthèse. Rôle considérable de l'Arménie, la plus ancienne des chrétientés d'Orient, la plus entreprenante en bâtiment. Ouvrez les guillemets. Les rapports d'analogie et de ressemblance entre l'art arménien et l'art roman, confirmés par des relations historiques, sont si remarquables dans la plastique décorative qu'il n'y a pas d'invraisemblance à admettre un accord dans le système constructif. L'ogive arménienne, comme la nervure musulmane, transplantée en Occident, doit s'adapter aux principes et aux procédés
d'un milieu tout différent où elle est née. Donc ça, c'était page 124. Appliqué par sa terre d'origine à des édifices de plan central, des salles rectangulaires ou carrées à coupole, il lui faut désormais travailler avec la vieille voûte d'arête et s'accorder avec elle dans des églises développées en longueur et de type basilical. Ce que l'Occident incorpore, c'est le principe d'un traitement personnel. Ouvrez les guillemets, nous sommes très probablement en présence d'un de ces éléments orientaux qui ont si puissamment collaboré à la genèse de l'art du Moyen-Âge chrétien et que nous retrouvons à la fois dans l'art de bâtir, dans la liturgie et dans l'iconographie. La généralisation de la coupole sur trompe à la croisée et de la voûte en pierre dès la première moitié du XIe siècle ne représente qu'un chapitre dans l'histoire d'un mouvement d'échange commencé à la fin de l'Empire, ralenti pendant le Haut Moyen Âge et intensifié dès le début de la période romane. Voilà. Ça me rappelle un livre de Baltrusatis qui, je ne sais pas comment ça se prononce, Baltrusatis, c'est un historien de l'art, qui a fait un livre dont j'avais le sentiment qu'il ne parlait vraiment que des échanges et des représentations à travers les territoires géographiques. Et on voyait à quel point absolument tout voyage. Et une fois que ça voyage et que ça arrive dans une localité et que c'est reterritorialisé, bien, c'est pas repris tel quel, c'est réinventé, mais il y a rien qui ne voyage pas, qui ne s'exporte pas à l'époque du Moyen Âge en tout cas, mais peut-être probablement à toutes les époques. Chapitre 2. Et dans ce livre de Baltrusatis, ce qui est dingue, c'est qu'on c'est pas des représentations qui voyagent du pays d'à côté. C'est pas ça se compte pas en kilomètres. C'est des trucs qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine et qui ont influencé le Moyen Âge occidental, quoi. Donc chapitre 2, l'Église romane. Roman, 2 petits points. Reconnaissable à l'emploi systématique des galeries d'arcature et des bandes plates. Unité d'une pensée traitée avec personnalité par les milieux régionaux. Ouvrez les guillemets. Une plastique décorative soumise à la loi de l'architecture. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Les plus anciens songes de l'Orient reprennent vie et recommencent à s'exprimer dans la combinaison des figures. 2 petits points. Mais l'ordonnance monumentale leur impose un caractère logique, une harmonie profonde qui sont l'expression même de l'Occident. Entre parenthèses, remarque personnelle, banale attribution des songes à l'Orient et de la logique à l'Occident. Fermez la parenthèse. Oui, donc moi je ne suis pas spécialiste de ça, c'était une remarque que je me faisais à moi-même, mais oui, on imagine, c'est quand même étrange d'attribuer les songes à l'Orient et de dire qu'une fois que ça arrive à l'Occident, paf, on lui insère de la logique. C'est peut-être dû à l'époque de la publication du livre.
Ce livre de Faucillon, il a été publié en 1938. Voilà. Petit 1, il y a eu petit 1, période expérimentale, entre parenthèses, mobilité et diversité des recherches, fermez la parenthèse. Petit 2, pour aboutir, donc cette période expérimentale, pour aboutir à un principe stable, donc dans une seconde étape. Petit 3, puis période de déclin. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop banal. Entre parenthèses, désorganisation, durcissement et oubli des règles internes. Oui, en fait, je pense qu'il me semble, il va l'expliquer après, hein. Pour lui, le déclin, donc il y a la désorganisation, il va expliquer que c'est une forme de baroque, et le durcissement, il va expliquer que c'est une forme d'académisme, c'est-à-dire une répétition des règles sans qu'elles soient incarnées, sans qu'elles soient habitées par les gens qui les répètent, puisque c'est ça, l'académisme. Art baroque roman. 2 petits points. Non comme période suivant la Renaissance, hein, puisque après la Renaissance, c'est le baroque, mais là, il va utiliser le mot baroque, non comme période suivant la Renaissance, mais comme, ouvrez les guillemets, état d'esprit, dont les manifestations périodiques se retrouvent dans la vie de tous les styles. Ce baroque est, ouvrez les guillemets, caractérisé soit par la sécheresse académique et par la fabrication en série, soit par l'oubli des fonctions, par la profusion du décor, par des recherches désordonnées qui remettent en question la valeur des expériences acquises et l'autorité des règles fondamentales. Ça, c'est page 128. C'est très intéressant, hein, il y a quasiment une théorie d'histoire de l'art je ne sais pas si c'est de Faucillon, hein, peut-être que ça vient d'ailleurs, de prendre un nom d'une période d'histoire de l'art qui existe plus tard, le baroque, et de le donner comme un stade et une période d'une autre période. C'est-à-dire qu'il y a... Donc lui, il dit que c'est le déclin, hein, mais on n'est pas obligé de penser que c'est un déclin. Hein. Il y aurait une période du roman qui serait baroque. Mais pas baroque entendu comme la réalité de l'histoire de l'art baroque. Donc le baroque, c'est 1600, hein, c'est le 17e. Donc pas de la réalité des œuvres qu'il y a eu au XVIIe siècle, mais d'une description de ces œuvres du XVIIe siècle, ils ont tiré des éléments génériques, et ces éléments génériques, du coup, ils les reprennent pour qualifier d'autres périodes. Effectivement, le baroque, je n'ai pas beaucoup lu de livres sur le baroque, mais c'est foisonnant. On pourrait imaginer que c'est désordonné et qu'il n'y a plus de règles. Bon, c'est une manière très très générique, à mon avis fausse, du baroque. Et puis, il me semble, je crois, que dans la période baroque, il y a aussi une naissance d'un néoclassicisme, d'un premier néoclassicisme, où ils essayent de codifier la Renaissance en inventant des règles pour répéter la Renaissance. Donc on peut imaginer que c'est une sorte de début d'académisme, un premier académisme, j'en sais rien. Donc tout ce que je dis là, c'est très subjectif, mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça intéressant de prendre une période, non pour qualifier la période en question, le baroque, mais de prendre une période pour qualifier
un autre créneau de temps dans une période plus grande qui est le roman. Donc je vais relire ce passage. Ce baroque est caractérisé soit par la sécheresse académique et par la fabrication en série, soit par l'oubli des fonctions, par la profusion du décor, par des recherches désordonnées qui remettent en question la valeur des expériences acquises et l'autorité des règles fondamentales. C'est marrant, on dirait un truc un peu moral, hein. Y a une profusion de décors, hein, ça va dans tous les sens, hein, tout fout le camp, par des recherches désordonnées, bah il n'y a pas d'ordre. Ça remet en question les valeurs d'expérience acquises et l'autorité. Il n'y a plus d'autorité, tout fout le camp. C'est rigolo, hein. Bon, laissons ça de côté. Mais ces variations destructives, ces signes de fatigue, d'inintelligence, d'oubli, confirment en quelque sorte a posteriori, ou si l'on veut par l'absurde, la valeur des principes dont ils sont l'altération ou le démenti. Hein, donc ça je vais relire juste. Ces variations destructives, ces signes de fatigue, d'inintelligence. Ah, il y va fort, hein, quand même, il dit que c'est de l'inintelligence. C'est clairement négatif, quoi. D'oubli confirme en quelque sorte a posteriori, si l'on veut, par l'absurde, la valeur des principes dont ils sont l'altération ou les démentis. Voilà. Altérer des principes, ça confirme la valeur de ces principes. Pourquoi pas? Bah, faudrait vraiment se pencher sur cette période, hein, si ça se trouve, il y a des trucs intéressants. Faut peut-être pas s'arrêter à ce que dit Faucillon là. Voilà. Fermez les guillemets. Peut-être que le baroque était mal vu à l'époque et que depuis, le baroque est sûrement, certainement une période intéressante. Et donc, cette période romane baroque est certainement intéressante. La sculpture romane se développe à la fin du Xe siècle et au début de la fin du Xe siècle au début du XIIIe siècle, en évoluant, pas en étant statique. Voilà. Là, c'est assez grand. Donc ça démarre au début du Xe siècle et ça finit au début du XIIIe siècle, donc bien après le début du gothique. Le roman continue bien après le début du gothique. Les périodes se chevauchent. Donc, j'ai mis une petite remarque personnelle entre parenthèses. Il y a écrit égal barré Empire byzantin. Ce n'est pas la période de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est beaucoup plus long. Voilà, c'était une remarque personnelle parce que à ce moment-là, j'avais lu un livre sur l'Empire byzantin. Et donc, j'avais les dates en tête. Ouvrez les guillemets. L'homme roman prend conscience de lui-même dans l'art roman. Fermez les guillemets. Pourquoi pas? Accord d'une poétique et d'une technique, d'une spéculation et d'un langage. Ouvrez les guillemets. Plus que jamais, l'esprit de la forme définit la forme de l'esprit. Fermez les guillemets. Double aspect du Moyen-Âge. Deux petits points. Sédentaire et nomade, local et européen. Se retrouvent dans les villes, lieux de négoce et pôles d'attraction. Entre parenthèses, flux et stock. Donc ça, j'ai pas mis que c'était une remarque personnelle, mais je pense que c'est une remarque personnelle. La distinction entre le flux et le stock, ça vient d'une préface d'un livre dont j'ai lu que la préface parce que justement cette notion de flux et de stock me gonflait. C'est grosso modo la différence entre ce qui voyage, ce qui est en continu, et le stock, c'est ce qui bouge pas. Et
Ouais, voilà, il y avait un truc un peu capitaliste, là, le flux, c'est ce qui rapporte de l'argent, le stock, c'est le patrimoine, c'était un peu pénible tout ça. Monastère, 2 petits points. Les monastères, ils ont l'ampleur de formation urbaine, avec école, ateliers d'art et d'industrie, scribes, forgerons, orfèvres, maçons. Ils agissent puissamment sur les destinées temporelles du monde. Ils supposent à la chrétienté un réseau étroitement serré. Ils sont une force d'organisation, des foyers d'action. Fermez les guillemets. Importance du monachisme ou du monachisme, je ne sais plus comment ça se prononce. Importance du monachisme irlandais et de Cluny. 2 petits points, ouvrez les guillemets. C'est une monarchie de moines appuyée sur l'esprit. Fermez les guillemets. L'abbé de Cluny est un souverain. Son autorité morale s'exerce en dehors du système dont il est la tête. Ces grands abbés, ouvrez les guillemets, chérissent la musique au point d'admettre dans la décoration de leurs églises, sur les chapiteaux du sanctuaire, les figures symboliques des diverses tons. Ils aimaient la noblesse et la grandeur de la forme, même imprimée dans la chair périssable, et l'un d'eux loue l'un de ses prédécesseurs d'avoir été parfaitement beau. Donc tout ça, j'ai pas souligné, parce que moi, la grandeur, je sais pas très bien ce que c'est, la noblesse non plus, le beau, tout ça c'est subjectif. J'aime bien les trucs j'aime bien les choses qui qualifient objectivement les formes, qui nous donnent des cartouches pour qualifier objectivement les formes. La grandeur et la noblesse, bon. Hein. Cluny a organisé les pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle et vers l'oratoire Saint-Michel du mont Gargano. Autre forme de mobilité. Contribue à la propagation des types. Donc il y a des formes qui voyagent. Hein. Il y a une mobilité des formes. On n'a pas attendu Internet et les smartphones pour qu'il y ait une mobilité des formes sur des grandes distances. Ouvrez les guillemets. Si elle, donc si elle c'est la route, si la route permet la propagation des types, elle attire à elle les forces et les traditions qui, de part et d'autre, résident sur ses bords et tendent à l'investir, à la pénétrer, à grossir son flot. Des saints locaux, elle fit des saints d'Occident. Et en assurant la transmission lointaine des images, elle enrichit la langue universelle de l'iconographie. Quelquefois, dans les livres d'histoire de l'art, il y a des passages d'écriture, pour moi, c'en est un. Hein. La route, elle attire à elle les forces et les traditions qui, de part et d'autre, résident sur ses bords et tendent à l'investir, à la pénétrer, à grossir ses flots. Ça parle de la route comme d'une rivière, d'un ruisseau. Moi, je trouve ça beau, voilà. Y a aussi Éliphore, que je crois a plus grand chose à dire sur l'histoire de l'art, enfin je crois pas. Par contre, ça peut être bien de lire Éliphore parce qu'il y a des passages d'écriture. Unité et caractère évolutif de l'art roman par les routes de pèlerinage. C'est le pèlerinage, le fait qu'il y ait des gens qui voyagent beaucoup,
qui va produire l'unité et l'évolution, et qui va produire des évolutions de l'art roman. Donc, grand 2, théorie de l'architecture. Données essentielles de l'art de bâtir. Entre parenthèses, remarque personnelle, de l'art de bâtir en général, pas propre à l'art roman. Fermez la parenthèse, 2 petits points. Un édifice est plan, structure, combinaison de masse, répartition des effets. Voilà. Donc là, Faucillon, il va donner plein de clés pour essayer de comprendre et lire une architecture, et ça, c'est vachement intéressant. Un édifice est plan. Donc là, il va expliquer que pour lire une architecture, ça peut être pas mal de regarder le plan, que le plan, il a déjà des choses à dire sur ce que c'est qu'une architecture, sur son expression, sur ce qu'elle a à dire. Structure, à la manière dont elle est organisée, sûrement. Combinaison de masse, j'imagine que c'est comment les poids se combinent, interagissent. Répartition des effets. Alors ça, c'est peut-être l'effet visuel, en tout cas ce qu'on en perçoit à l'extérieur, je ne sais pas. On va voir. L'architecture est à la fois géomètre, mécanicien, sculpteur et peintre. Géomètre dans l'interprétation par le plan de l'aire spatial. Mécanicien par la solution du problème à l'équilibre. Sculpteur dans l'agencement plastique des volumes. Peintre par le traitement de la matière et de la lumière. Voilà, c'est fascinant parce que du coup on voit que en tant que spectateur et usager d'une architecture, eh bien ça demande beaucoup plus de compétences pour l'apercevoir et lire son expression. Ça demande plus de compétences que les arts plastiques, puisque ça intègre la peinture et la sculpture, mais aussi les compétences du géomètre, du mécanicien, voilà, et c'est tout. Donc, géomètre, sculpteur, peintre et mécanicien. Et donc, pour le géomètre, c'est l'interprétation du plan. Donc, il faut ajouter l'interprétation du plan. Et pour le mécanicien, les problèmes d'équilibre. Donc, quand on regarde une sculpture, une architecture, il faut la lire en termes de poids et de plan, en plus d'ajouter ce qu'on sait déjà en peinture et en sculpture, c'est-à-dire en peinture le traitement de la matière et de la lumière, et en sculpture l'agencement plastique des volumes. Bon, personnellement, il me semble que quand on regarde une sculpture, on peut la lire aussi en termes de poids et d'agencement de poids. Et quand on regarde une peinture, il y a aussi, alors peut-être pas dans toute l'histoire de l'art, mais il y a aussi une dimension de poids dans une peinture. Il y a une matière, et comme il y a une matière, il y a un poids. Bon, par contre, le plan, là, c'est vraiment spécifique à l'architecture. Ouvrez les guillemets. Chaque période d'un style met l'accent sur l'une de ses parties de l'art. L'accord parfait est donné par les grandes époques. Alors ça, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une théorie de Faucillon, voilà. Il y a une vision de l'histoire où chaque période mettrait par son style l'accent sur soit le géomètre, soit le mécanicien, soit le sculpteur, soit le peintre, mais que l'accord parfait entre ces 4 fonctions
serait donné par les plus grandes époques. Voilà, on va bientôt dépasser l'heure. Est-ce que je continue quand même? J'ai d'autres fiches. Si je continue, ça me lance sur vraiment beaucoup de fiches, mais j'ai envie de continuer. On n'ira pas jusqu'à un prochain gros titre, ce qui aurait été bien comme le découpage, mais je vais continuer. Je lis encore une fiche, voilà. Mais je vais essayer de la lire rapidement. Le rapport des proportions n'indique pas seulement l'esprit d'un art, mais les besoins auxquels il répond. Exemple, la couronne de chapelle qui rayonne autour de l'abside n'a pas seulement une valeur harmonique, elle répond aux nécessités d'un culte. Entre parenthèses, remarque personnelle, le rapport forme-fonction, fermez la parenthèse. Oui, donc il n'y a pas seulement l'harmonie des formes, mais la fonction du culte. D'où le rapport forme-fonction. La phrase qui vient, je l'ai soulignée, je vais donc peut-être la répéter, on verra. Pour l'œil habitué, la connaissance du plan laisse apercevoir les solutions constructives, même s'il ne dit pas l'élévation et les masses bâties. L'élévation et les masses bâties concourent à l'équilibre, à la résistance et aux poussées. Elles s'échelonnent par progression décroissante. Voilà, donc s'il y a quelque chose à voir dans le plan, c'est qu'il laisse apercevoir les solutions constructives. Voilà. Ensuite, il faut voir l'élévation pour voir les masses bâties, pour voir en quoi ces masses bâties concourent à l'équilibre, à la résistance des poussées, et comment elles s'échelonnent par progression croissante. Hein, donc là, dans ce qu'il vient de dire, il vient de parler des fonctions dont il a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire celle du géomètre, le plan, et celle du mécanicien, l'élévation. Considérer un édifice comme une collection de solides et mesurer leurs relations. Donc là, on est toujours sur les compétences du mécanicien, si on suit Faucillon. La citation qui vient est à nouveau soulignée. Elle est donc importante pour moi et je la redirai peut-être. Ouvrez les guillemets. Dans l'art d'Occident, du moins à cette époque, les masses, vues de l'extérieur, donnent toujours la distribution intérieure des parties et leur rapport dans les trois dimensions, si bien que leur examen permet d'en déduire le plan, l'inverse n'étant pas possible. Hein, on ne peut pas déduire l'élévation quand on regarde le plan d'une église romane ou d'une cathédrale, hein, je pense ou peut-être qu'il parle que des églises romanes, je sais pas. Et par contre, un spectateur qui se met face à aux architectures dont il parle, probablement romane, peut-être gothique, il peut déduire le plan. Et donc, on a là des architectures qui cherchent à être lisibles, à ne pas cacher. Et là encore, moi personnellement, ça me fait penser à l'architecture moderne, l'architecture du centre Pompidou qui a pour but de montrer l'intérieur, de montrer les boyaux, de mettre les boyaux à l'extérieur, d'où tous ces tuyaux de toute l'architecture moderne de Mies van der Rohe et Le Corbusier qui a pour but de montrer la structure et de déshabiller la structure de tous ces ornements pour qu'il n'y ait plus que la structure et donc d'être une architecture lisible. Il y a un parti pris de lisibilité.
Voilà. Alors, ce parallèle entre l'art roman et l'art moderne, et entre l'architecture romane et l'art moderne, je l'ai déjà rencontré une fois dans une visite d'un édifice dont je me souviens plus le nom, mais ça vaut le coup que j'aille le chercher, donc je vais le chercher. Voilà, donc c'était l'abbaye de Boscodon, près de Gap, et la personne, le moine qui faisait la visite guidée, euh, il parlait, il a dit tout un tas de choses qui me faisaient faire des parallèles entre l'architecture romane, je crois que c'est une architecture romane, oui, c'est roman. Bah, j'irai vérifier, on verra. Euh, donc l'abbaye de Boscodon près de Gap, il disait que il y avait une volonté de proportion divine, et que ça donnera plus tard l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et ses proportions, ça donnera, c'est aussi, c'était lié plus tard au nombre d'heures, enfin ça fera les nombres d'heures à la Renaissance, qui donneront donc le Corbusier. Le Corbusier, il cherche, il y a une recherche de proportions justes, de proportions humaines. Euh, et donc il disait que déjà à l'époque, il y avait, pour se sentir bien dans cette architecture, il y avait des proportions qui correspondaient au corps, puisque de toute façon le corps, enfin, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais donc du coup je le dis tout en disant que je vais un peu loin et que c'est subjectif et personnel, et c'est des souvenirs d'une visite que j'ai faite il y a très très longtemps, mais que comme Dieu est que l'homme est à l'image de Dieu, du coup les proportions sont bonnes pour le corps humain et que c'est pour ça qu'on se sent bien dans une église. Voilà, donc tout ça c'est absolument subjectif, hein, c'est sans source, c'est des vieux souvenirs d'une visite guidée. Alors il disait aussi un truc intéressant, c'est que le plancher, donc en pierre de l'abbaye, il était légèrement incliné pour inciter le corps à se diriger vers l'autel et donc vers Dieu. Et donc ça fait penser à certains procédés dans des installations d'art contemporain où, où on amène on met le corps dans des dispositifs divers et variés pour l'amener à ressentir ou à faire des choses diverses et variées. Et puis il y avait le fait que il avait dit qu'il y a dans cette abbaye il n'y avait pas d'ornement, mais que il y avait quand même des choses comme s'il y avait des fenêtres ou des parties qui étaient triangulaires ou, ou en cercle, bah, c'était aussi symbolique puisque le cercle a un centre et que le centre c'est Dieu, et donc que le triangle, bah, ça a une base et que c'est stable et que ça c'est Dieu aussi, voilà. Et donc cette manière de faire dire des choses à des formes géométriques, bon, bah, c'est très très répandu dans l'art moderne. Donc je me disais qu'il y aurait vraiment un lien à faire. Et bah, j'aimerais bien trouver ce lien explicité et décrit par un historien de l'art, mais j'ai pas trouvé pour l'instant. Mais là, quand lui l'expliquait, ce moine, c'était évident. D'ailleurs, j'ai un livre d'un moine qui s'intéressait à l'histoire de l'art, enfin qui s'intéressait à l'art moderne et contemporain et qui a beaucoup fait pour qu'il y ait un art plastique d'art moderne chrétien, avec des collections et des architectures. Je me souviens plus de son nom, mais j'ai le livre quelque part. Ça pourrait être intéressant de le lire un jour, voilà. Alors, je continue, je sais plus où j'en étais avant de parler de l'abbaye de Boscodon. L'art d'Occident, du moins à cette époque, les masses vues
de l'extérieur donne toujours la distribution intérieure des parties et leur rapport dans les 3 dimensions, si bien que leur examen permet d'en déduire le plan, l'inverse n'étant pas possible. Oui, bah, et puis ce truc-là d'architecture lisible qui donne une lisibilité d'elle-même au lieu de cacher derrière des ornements, c'est vraiment très lié à l'architecture moderne. On a l'impression de lire Adolf Loos, quoi, ici. Bon. Ouvrez les guillemets. Le profil d'un édifice, cette valeur significative entre toutes, ne saurait s'expliquer que par la combinaison des masses. Voilà, donc il faut regarder le profil de l'édifice parce que c'est le profil de l'édifice qui nous donne la combinaison des masses. Il nous donne plein de clés pour lire un édifice. Ouvrez les guillemets. Un édifice n'est pas taillé, évidé dans un monolithe, mais construit, c'est-à-dire composé d'éléments assemblés, selon des règles qui nous montrent dans l'architecture un interprète de la pesanteur. Selon des règles qui nous montrent dans l'architecte un interprète de la pesanteur. L'architecte, c'est un interprète de la pesanteur. Les Grecs n'ont considéré la pesanteur que verticalement, nous dit Phocion. Du coup, on pense aux colonnes qui sont verticales. Les maîtres du Moyen-Âge ont eu à résoudre le problème des composantes obliques et du contrebutement. Ils se sont progressivement appliqués à spécialiser chaque membre selon sa fonction, à leur donner la forme qui le fit le mieux comprendre. Ouvrez les guillemets, c'est par là que leur architecture est proprement un art de penser. Les Grecs, ayant adopté une fois pour toutes la solution simple des pieds droits et des plates-bandes, et ne s'étant intéressés qu'à des variations mélodiques sur les mesures. L'architecte est ainsi interprète de la lumière par la façon dont il combine les effets, lesquels concernent le rapport des vides et des pleins, des ombres et des clairs, et surtout du nu et du décor. Voilà, donc là, il nous donne encore des clés de ce qu'il faut lire quand on regarde une architecture. Dans une architecture, l'architecte s'est fait interprète de la lumière. Il y a un rapport des vides et des pleins qu'il faut regarder. Des ombres et des clairs, et surtout du nu et du décor. Voilà, le décor, on peut entendre ça comme les ornements, mais j'imagine que un bâtiment sur lequel, je ne sais pas, qui pourrait être traversé horizontalement et verticalement par des lignes noires qui, je dis n'importe quoi, mais qui donnerait une lisibilité à sa structure, ou alors qui dessinerait une fausse structure par-dessus sa vraie structure, bah tout ça, c'est pareil, c'est du décor aussi. Voilà. Chaque matériau comporte leurs lois intimes et leurs exigences, qui s'imposent aux fonctions et répercutent dans tous les traitements une matière. Oh là là, il y avait un point, il faut que je m'arrête. Donc, chaque matériau comporte leurs lois intimes et leurs exigences, qui s'imposent aux fonctions et répercutent et se répercutent dans tous les traitements. Voilà. Donc, il faut bien tenir compte du comportement et des lois intimes de chaque matière. Une matière est épiderme et couleur.
Bon, là, ça fait encore penser à Adolf Loos, hein. Adolf Loos, c'est quelqu'un qui détestait qu'on repeigne par-dessus une matière, qui voulait qu'on utilise, si on voulait avoir un rendu de telle couleur, bah, il fallait utiliser la matière avec la bonne couleur. Il fallait laisser les matières telles quelles. Le bois, le marbre, fallait mettre du vrai marbre. Il ne fallait pas faire une peinture de faux marbre par-dessus. Donc la matière est épiderme et couleur. Et donc chez Adolf Loos, c'était moral. C'est comme c'est comme faire du faux. C'est pas bien le faux, c'est du mensonge. Voilà. La prochaine citation va continuer sur la fiche suivante, mais je vais la lire, puis après on va s'arrêter. Nous sommes contraints d'en serrer les éléments. Ah non, c'est pas ça. La matière est épiderme et couleur. Donc, pas seulement conçue pour l'analyse technique et pour l'anatomie, mais pour le contentement de la vue. Ouvrez les guillemets, nous sommes contraints d'en serrer les éléments, mais nous ne devons jamais oublier que ces éléments sont fonction les uns des autres et en analysant les variétés régionales de l'architecture romane, nous verrons que ce qui les distingue les unes des autres, ce sont moins des indices de surface, si l'on peut dire, que des particularités de détail, que des modifications dans le rapport des parties. Nous verrons que ce qui les distingue les unes des autres, ce sont moins des indices de surface, si l'on peut dire, ou des particularités de détail, que des modifications dans le rapport des parties. Ah oui, donc d'une région à une autre, l'architecture romane se modifie par les rapports que les parties ont entre elles. Donc c'est plutôt des grosses modifications, c'est pas cosmétique. Donc après, il va parler du programme de la basilique romane. Donc moi, je pense que c'est bien d'arrêter là, puisque on arrête sur des clés générales qu'il nous fournit pour lire l'architecture. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin, que j'aurais voulu retenir, c'est le fait qu'il donne des clés générales pour lire une architecture, et une architecture en général, du coup, donc de toutes les époques. Bon, s'il y a des gens qui pensent qu'il ne fournit pas des clés complètes, qu'il y a sûrement des trucs qui manquent, puisqu'il date, le livre date de 1938, il y a des choses qu'il n'a pas vues, ça m'intéresse. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que à chaque vidéo que je fais, ça tombe sur un truc qui m'a beaucoup plu dans le livre. La vidéo précédente, c'était les arcatures et ce qu'elles produisent sur les représentations, sur les figures. Et là, dans cette vidéo, c'est les clés fournies pour lire l'architecture, pour la ressentir si on veut, pour la percevoir surtout. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite bonne lecture de livres d'histoire de l'art. Je vous souhaite de réussir à prendre le temps d'aller dans des musées, de réussir à prendre le temps de feuilleter des livres d'histoire de l'art pour travailler votre perception sensible, pour affiner votre perception sensible. Et puis, je vous souhaite bonne journée. Au revoir.